On entend de plus en plus parler d'une crise énergétique. Les médias nous mettent en garde contre une possible pénurie d'électricité cet hiver. Alors en effet, avec la baisse des températures, la demande énergétique devrait augmenter. Mais cette année particulièrement pourrait être bien plus difficile. Avec la guerre russo-ukrainienne, on a stoppé les importations de gaz russe qui participaient en partie à notre production d'électricité. D'un autre côté, EDF annonce avoir détecté une anomalie sur une douzaine de réacteurs. Notre production d'électricité est donc fortement affaiblie. Des coupures de courant longues et récurrentes pourraient avoir lieu. Ce ne serait pas une catastrophe seulement pour notre confort personnel, chauffage, eau chaude, lumière, mais aussi pour notre industrie, nos services publics et nos systèmes de communication. Alors, qu'en est-il vraiment ? N'y a-t-il pas des détails qu'on a oublié de nous préciser ? Avec la guerre russo-ukrainienne, l'Europe décide d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Nous savons que 40% de son budget national vient de l'exportation de gaz, charbon ou pétrole. Ainsi, les pays membres de l'Union décident de stopper les importations de gaz naturel russe. Cependant, en France, comme dans de nombreux pays européens, le gaz représente une partie non négligeable du mix électrique. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la pénurie de gaz pour les ménages ou pour les industries, mais je vais me concentrer seulement sur la production d'électricité. En France, les centrales à gaz permettent de faire face aux pics de consommation que l'on observe notamment le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Cela représente en moyenne 7% du mix électrique français. Alors on pourrait penser qu'en France, avec notre mix électrique composé à 70% d'énergie nucléaire, nous serions capables de faire face à une telle pénurie. Mais c'était sans compter sur la loi de Murphy, car EDF a annoncé que toutes nos centrales ne risquaient de pas être opérationnelles cet hiver. Un phénomène de corrosion sous contrainte est observé sur des circuits auxiliaires. Il se traduit par des micro-fissures à proximité des zones soudées sur la tuyauterie en acier inoxydable, proche des circuits de refroidissement du réacteur à l'arrêt et du circuit d'injection de sécurité. Ce phénomène n'est pas lié au vieillissement du réacteur, car il apparaît même plutôt sur les réacteurs les plus récents et les plus puissants. Bernard Doroschuk, président de l'autorité de sûreté nucléaire, considère ce phénomène comme sérieux du fait de sa proximité avec le circuit primaire. Je vais expliquer. Le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt, abrégé 2RA, et le circuit d'injection de sécurité, abrégé RIS, je n'en ai pas parlé lors de ma vidéo d'introduction sur la fission nucléaire. Le 2RA est un circuit qui permet d'évacuer la chaleur résiduelle du réacteur lorsque celui-ci est mis à l'arrêt. Le RIS, c'est un circuit de sécurité qui, si on a une fuite sur le circuit primaire, ce qui n'est pas le cas ici, je rappelle, permet d'injecter de l'eau borée qui va non seulement évacuer la chaleur résiduelle, comme le 2RA, mais aussi absorber les neutrons grâce au bore. Ce sont donc deux circuits auxiliaires qui ne participent pas au fonctionnement du réacteur, mais qui sont là pour des raisons de sécurité. Le souci, c'est que sur ces deux circuits, on ne s'attendait pas à observer un phénomène de corrosion sous contrainte. Il n'existe donc pas de procédure pour diagnostiquer et réparer ces micro-fissures. Ainsi, une douzaine de réacteurs a été arrêtée pour expertise approfondie. Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut tout simplement découper les tuyaux et les observer en laboratoire. C'est une expertise très intrusive, très longue, mais nécessaire. Dans le pire des cas qu'on a observé, c'est-à-dire CIVO 1, on a observé des micro-fissures de 5 mm sur des tuyaux d'épaisseur de 30 mm. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il ne s'agit pas de fuite, surtout que EDF a annoncé que ces micro-fissures se propageaient très lentement, mais ça vaut quand même le coup de les réparer. De plus, des études montrent que même en cas de rupture des deux circuits RIS, le refroidissement du cœur du réacteur serait quand même assuré, mais en France, on ne préfère prendre aucun risque. Sauf que, en plus de ces 12 réacteurs arrêtés, une vingtaine de réacteurs est aussi arrêtée pour maintenance, travaux ou rechargement du combustible. Ce sont des maintenances planifiées. Alors, normalement, ces maintenances auraient dû être mieux réparties, mais à cause d'un autre imprévu, toujours la loi de Murphy, le Covid-19 a repoussé beaucoup de ces maintenances. Pour bien comprendre les conséquences d'une telle réduction de production, on peut réaliser un petit calcul. Lors de la vague de froid de février 2012, la puissance instantanée appelée par les consommateurs atteint son record. 102 gigawatts. Disons alors que le parc doit être capable de répondre à une telle demande de puissance instantanée.
Les puissances installées en fonction des différents parcs électriques sont les suivants. 61 gigawatts viennent du nucléaire. 19 gigawatts viennent des combustibles fossiles, donc gaz, fioul, charbon, principalement du gaz. 26 gigawatts viennent de l'hydraulique, les barrages. Et 30 gigawatts viennent des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Au total, on a donc 136 gigawatts de puissance électrique installée. Tout va bien, on est au-dessus des 102 gigawatts. Sauf que vous vous imaginez bien que pas 100% de la puissance installée va être produite sur le réseau. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans le pire des scénarios ? Bon, déjà, on ne peut pas s'attendre à ce que les énergies renouvelables fonctionnent à 100% de la puissance. Déjà, à l'heure de pointe, entre 18h et 20h, en hiver, il fait nuit. Donc les panneaux solaires, ils ne produisent rien. Ensuite, on pourrait se mettre dans le pire scénario et imaginer que, à ce moment-là, il n'y ait pas de vent. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il n'y aurait que la biomasse qui produit de l'électricité, ce qui correspond à une production de 2 gigawatts. On perd presque 28 gigawatts d'électricité juste à cause de la météo. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on applique les problèmes que j'ai cités précédemment ? On a réalisé qu'il nous manquait plus de la moitié de notre parc nucléaire. Cela correspond à 31 gigawatts de puissance manquée. Bon, heureusement, ce chiffre est faux. Lorsque vous voyez des articles parler du fait qu'il manque la moitié de notre parc nucléaire, c'est en fait les chiffres de cet été. Évidemment que EDF ne planifie pas de maintenance en hiver. Ces maintenances sont prévues en été, là où le stress sur la consommation électrique est la plus faible. D'ailleurs, si on compare la production électrique par nos centrales nucléaires entre 2019 et 2022, on observe bien que la différence moyenne n'est pas de 31 gigawatts, comme ce à quoi on s'attendait, mais à 13 gigawatts. C'est quand même une diminution, mais en fait cette diminution est cohérente avec le manque de centrales qui est dû à la corrosion sous contrainte, qui devrait nous faire perdre 15 gigawatts de puissance. EDF vient d'annoncer que sur les 32 réacteurs qui étaient arrêtés, 27 allaient redémarrer avant le 25 décembre, ce qui amènerait le nombre total de réacteurs en fonctionnement en hiver de 51 sur 56. Il est prévu que les 5 derniers réacteurs soient remis en service avant le 18 février 2023. En supposant que tous les réacteurs qui sont en fonctionnement le sont à leur puissance nominale, entre décembre et février, nous aurons une perte de puissance électrique due à la maintenance des 5 autres réacteurs de 6,5 gigawatts. En France, 17% du gaz que l'on utilise vient de Russie. En supposant que la diminution de production d'électricité sera du même taux, ce qui peut être sous-évalué car le gaz que l'on recevra sera en priorité distribué aux ménages, mais on ne prend pas en compte le stockage de gaz qui est fait actuellement. On diminue donc la puissance électrique produite par nos centrales à gaz de 2 gigawatts. Stop! Je me coupe car à partir de là, ce que j'ai dit lors de l'enregistrement n'est pas exact. Il me manquait certaines données et je ne pouvais pas publier cette vidéo en sachant que je n'étais pas proche de la réalité. Je vous prie de m'excuser pour cette correction, mais elle était importante à faire. Déjà, les chiffres de puissance installée ont bien changé depuis ceux que je donne ici, qui datent de 2019. Pour les énergies renouvelables, la puissance n'est plus de 30 gigawatts, mais de 35 gigawatts. Cela ne change cependant pas le chiffre de 2 gigawatts de puissance générée dans le pire scénario, où il n'y a ni vent ni soleil, parce que la puissance venant des bioénergies, elle, n'a pas changé. Concernant les énergies fossiles, on a démantelé environ 1 gigawatt venant des centrales à charbon et environ 1 gigawatt venant des centrales au fioul, faisant que la puissance installée n'est pas de 19 gigawatts, mais de 17 gigawatts en 2022. Avec l'arrêt des importations du gaz russe, la puissance totale venant des énergies fossiles pourrait être de 13 gigawatts, soit une diminution de seulement 4 gigawatts, ce qui est loin d'être le pire. Cela dépendra cependant des prix du gaz. Finalement, la puissance venant de l'hydraulique à la pointe et les steppes, qui sont des barrages de stockage, dépend du taux de remplissage des réservoirs et des capacités de production en heure creuse pour les remplir. Sauf que, maudite loi de Murphy, le stock de cette année est le plus bas des 5 dernières années. L'hydroélectrique pourrait, toujours dans un scénario pessimiste, ne fournir que 10 gigawatts d'électricité à partir de novembre. On arrive donc à un total de 79,5 gigawatts de puissance électrique disponible. L'expérience montre qu'il faut retirer 5% au moins de cette puissance pour tenir compte des indisponibilités fortuites. En arrondissant, on obtient ainsi une puissance à la pointe de 76 gigawatts disponible à partir du 25 décembre.
moins avant cette date. Même si les hypothèses sont extrêmement pessimistes, elles sont réalistes et le risque est bien présent. La pénurie d'électricité pour cet hiver est plus que possible. Dans la suite de cette vidéo, mon ton est assez léger car, lors de l'écriture du script, j'étais parvenu à un résultat un peu plus encourageant. Cependant, la conclusion reste inchangée et les nuances que j'apporte maintenant sont toujours valables, alors on reprend. Bon déjà, il est très peu probable que les éoliennes produisent exactement 0 gigawatt d'électricité. On espère en obtenir quand même un petit peu. Ensuite, le chiffre de 102 gigawatts de puissance, il vient d'un pic de consommation qui a été atteint pendant une vague de froid en février 2012, et c'est pas forcément les pics de consommation qu'on a l'habitude d'observer, c'est vraiment un record. Si on regarde l'évolution des pointes de consommation annuelles, on voit qu'on tourne plutôt autour des 90 gigawatts maximum. L'hiver 2019 ayant enregistré une demande instantanée atteignant 88,5 gigawatts. De plus, il y a eu des progrès qui ont été faits lors de ces 10 dernières années sur l'isolation des bâtiments, et je pense aussi que la population est plus consciente de la valeur de l'énergie, donc c'est mon humble avis, mais je ne pense pas qu'on réatteindra de telles pointes de consommation, c'est-à-dire au-dessus de 100 gigawatts. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il se passerait si la production d'électricité était quand même insuffisante par rapport à la demande ? On est capable de prédire assez précisément la demande en électricité que le réseau devra satisfaire. En fait, la consommation d'électricité est liée à la température extérieure, ce qui fait qu'on peut prédire la consommation d'électricité juste en regardant la météo. Mais, si jamais les moyens de production restent insuffisants par rapport à la demande, et que les mécanismes de marché n'ont pas réussi à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, il existe alors 3 leviers afin de sauvegarder le réseau. Le premier levier est l'interruptibilité. Ce levier, c'est simple, on coupe l'alimentation électrique pour des grosses industries type industrie de métallurgie ou industrie de fabrication de papier. Ce levier ne concerne que certaines industries qui reçoivent une petite masse d'argent contre la non-assurance que leur énergie pourrait être coupée afin d'alléger le réseau. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé, mais que la population ne remarque pas vraiment, car ça ne concerne que les industriels. Le deuxième levier est la baisse de tension sur le réseau. Alors c'est quelque chose qui est difficilement perceptible par la population, ça va tout simplement se voir si jamais vous rechargez votre téléphone, vous allez voir que le temps de charge sera un petit peu plus long. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais été utilisé, donc c'est déjà un levier exceptionnel si jamais il devait être enclenché cet hiver. Enfin, le levier final, la coupure ciblée. Là, c'est simple, on prend une région, on prend un intervalle de temps, et on dit, vous n'aurez plus du tout d'électricité pendant, par exemple, 2 heures. Le drame serait que si le marché ne parvient pas à se réguler, il faille utiliser ce levier à répétition. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner, tout simplement, et les régions vont être une à une coupées pendant 2 heures, mais on va pas couper une région pendant 6 heures pour éviter qu'il y ait trop de conséquences sur la population. C'est assez difficile à imaginer, mais c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire la lessive quand vous aurez le temps, vous ne pourrez pas travailler quand vous en aurez l'envie, parce que vous ne pourrez pas vous éclairer, vous ne pourrez pas non plus vous faire à manger, enfin, les appareils électroniques seront coupés, les systèmes de communication seront coupés, c'est vraiment catastrophique si on devait en arriver là. Alors, en réalité, nous avons très peu de chances d'en arriver là. Le scénario où la demande surpasse notre capacité de production repose sur des hypothèses extrêmement pessimistes, mais loin d'être impossibles. Lorsque j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, je pensais plutôt faire une vidéo pour expliquer pourquoi la situation de cet hiver allait être très compliquée, pourquoi nous allions vivre une sorte de mini-effondrement et comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter. Mais en étudiant le sujet de façon rigoureuse et chiffrée, je me suis rendu compte que la conclusion pourrait être tout autre, et j'ai notamment noté 3 points importants à retenir. Tout d'abord, le conflit russo-ukrainien n'est pas responsable de la crise énergétique à venir. Déjà, la France n'importe pas suffisamment de gaz russe, 17% de leur gaz, je rappelle, mais en plus, notre production d'électricité n'est sensible qu'à 7% des centrales à gaz. Donc la baisse de puissance qui serait amenée par la perte d'importation de gaz russe est très faible. Deuxième point, non seulement la majorité de nos centrales nucléaires devraient être opérationnelles cet hiver, mais c'est en plus grâce à elles qu'on est capable d'assurer la majeure partie de la production électrique. Et finalement, le troisième point, les plus grandes incertitudes viennent surtout de la météo.
Alors partiellement sur le fait que la température extérieure peut influer sur la demande de consommation électrique instantanée, mais aussi du fait que s'il n'y a pas de vent, on n'a pas d'électricité qui vienne des énergies intermittentes. Donc ce sont les énergies intermittentes qui nous mettent la plus grosse incertitude, car sans vent et sans soleil, on perd 28 gigawatts de puissance. Les milliards de fonds investis dans les énergies intermittentes nous mettent dans une situation précaire, et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de nouveau, cette crise énergétique, mais c'est quelque chose que l'on voit revenir d'année en année. En effet, je vous mets ici un article qui date de l'hiver 2020-2021, où la RTE alertait déjà sur des possibles risques d'approvisionnement en puissance électrique. Donc c'était il y a 2 ans déjà. Pire que ça, en 2019, la RTE prévenait déjà que le réseau allait être sous tension pour l'hiver 2022 et 2023. Je répète, tout ça avait été dit en 2019. Cette prédiction qui a été faite 3 ans avant, évidemment la RTE ne savait pas la météo qu'il allait faire, s'il allait faire froid ou s'il allait faire du vent, elle ne savait pas non plus qu'il allait y avoir une guerre russo-ukrainienne, et évidemment elle ne savait pas qu'il y aurait des problèmes de corrosion sur certains de ses réacteurs. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la cause de ces tensions, ce ne sont pas des causes externes, ce n'est pas à cause de Poutine. La réalité, c'est que ces tensions viennent de mauvaises décisions politiques qui ont été prises à répétition et qui ont abandonné notre filière nucléaire depuis plusieurs décennies. Ces risques de pénurie ne s'arrangeront pas avec le temps, et nous devons reprendre en main notre parc nucléaire dès aujourd'hui. Alors, avec la mise en service de l'EPR de Flamanville, nous devrions pouvoir souffler un petit peu, mais il faudra continuer à mettre en service de nouveaux réacteurs si on ne veut pas crever de froid pour l'hiver 2025. Évidemment, je ne parle que de la France dans cette vidéo, on a la chance de vivre dans un pays où la majorité de l'énergie provient du nucléaire, mais c'est loin d'être le cas pour nos voisins européens. En effet, la crise énergétique sera très compliquée pour les Allemands par exemple. Alors, vous êtes peut-être un habitué de la chaîne, et vous allez me dire que je leur tape toujours dessus, mais je peux pas m'en empêcher. La moitié de leur production d'électricité vient de centrales à gaz, et la moitié du gaz qu'ils importent vient de Russie. Sachant que l'autre moitié de leur production d'électricité vient d'énergies renouvelables intermittentes. Donc ils ne peuvent que prier pour que la météo soit clémente. Le pire, c'est que cela n'ira pas en s'arrangeant, surtout depuis que les États-Unis ont décidé de détruire tout possible retour en arrière en détruisant Nord Stream 1 et 2. Enfin, je voulais dire depuis que les Russes détruisent leurs propres infrastructures, parce qu'ils sont méchants. If Russia invades, there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. L'Allemagne, qui était pourtant la première puissance industrielle d'Europe, va subir une récession économique terrible. Ils n'ont plus les moyens techniques de revenir en arrière et d'éviter l'effondrement de leur pays. Enfin, ils pourront toujours réouvrir des centrales à charbon, détruire des villages afin de miner la précieuse roche qui se trouve en dessous, et mourir asphyxiés dans la suite. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était David Moiraf, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.